Alors, bonsoir à tous. Merci pour vos réponses. Nous avons le plaisir de nous retrouver ce soir pour écouter une conférence du docteur Bozena Michalak. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Mounia Benada. Je suis distributrice chez BioLife et récemment ambassadrice de la World Healthy Living Foundation. Et à ce titre, j'ai le plaisir d'introduire et d'animer les questions-réponses avec le docteur en fin de séance. Alors, pour vous rappeler, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, donc, le docteur Bozena Michalak est un médecin généraliste de Marseille qui est expert en micronutrition et en médecine fonctionnelle, qui est passionné de nutrition et de médecine fonctionnelle, qui est titulaire de plusieurs DUI de diététique et alimentation, de santé à Marseille et d'alimentation, de santé, micronutrition de Dijon. À ce titre, elle participe à de nombreuses études cliniques et a une expertise très intéressante sur les sujets qui nous passionnent. Aujourd'hui, nous allons aborder spécifiquement le thème de l'immunité. À l'approche de l'hiver, effectivement, nous avons tout intérêt et encore plus au vu de l'actualité de prendre soin de notre immunité. Et le docteur va nous expliquer comment offrir à notre organisme les moyens de se renforcer face à l'agresseur, c'est-à-dire aux différents virus qui peuvent nous atteindre lors de cette période plus difficile que les autres. Voilà, donc nous allons passer la parole au docteur Bozena Michalak et je vous souhaite une bonne conférence à tous. Soyez attentifs. Merci, bonsoir à tous. Alors, on va passer au diaporama. Attendez, parce que il faut partager l'écran. Ah là là, c'est pas facile. Hop, partager l'écran. J'espère que je vais y arriver. Ben voilà, nous y sommes. Donc, l'été est passé, hiver arrive. Vous m'entendez tous bien? Pas de problème? Oui? Ok. Donc, comment résister à l'hiver qui approche? Donc, nous sommes en plein de changement de saison. Donc, l'été est parti. Nous sommes en automne. Donc, les journées sont plus courtes, les nuits s'allongent, l'air est plus frais, plus sec. Nous avons envie d'alimentation qui est un peu différente que celle de l'été. Nous avons envie de manger un peu plus chaud. N'oublions pas de nous couvrir, sinon les premiers déjà rhumes de l'automne arrivent. La nature aussi, elle se prépare pour passer l'hiver bien au chaud. Donc, toute énergie des plantes, elle se met dans les graines qui vont passer l'hiver dans la terre sous un doux manteau de neige. Et nous faisons partie de cet univers, nous ne sommes pas isolés. Donc, tous ces changements nous affectent directement et si nous prenons soin de réfléchir, de sentir le ressenti de notre corps, nous voyons bien que nous recherchons de la chaleur qui s'intériorise et donc nous avons envie de nous adapter et tout ça dans le but pour mieux résister à l'hiver, pour bien la passer sans encombre. Alors, l'introduction dans ces sujets, donc c'est microbes n'est rien et le terrain est tout. Donc, nous vivons dans un environnement qui est hostile en fait. Il est jonché d'ennemis qui entendent la seule chose, c'est de rentrer dans l'intérieur, franchir les barrières qui nous séparent du monde intérieur et de profiter de ce que nous pourrons lui offrir. Nous voyons bien que nous ne réagissons pas de la même manière
face aux agressions, si ce n'est que du vent froid ou des infections, des microbes ou des pollutions différentes. Ça déjà, c'est Louis Pasteur qui a remarqué en 1874, quand il a fait son discours à la Sorbonne, il s'est rendu compte que les gens ne réagissent pas de la même façon aux mêmes microbes. Et donc, il a stipulé une thèse que le microbe n'est rien, c'est le terrain qui fait tout. Et pourtant, il ne connaissait rien à l'immunologie, à l'immunité, que 150 ans plus tard. Donc maintenant, nous pouvons expliquer parfaitement comment ça se fait que nous ne réagissons pas de la même façon aux agressions, aux infections. Nous, maintenant, depuis quelques dizaines d'années, nous connaissons le décryptage du génome. Et en fait, c'est la génétique qui fait tout. Les gènes que nous avons hérités de nos ancêtres font que nous adaptons parfaitement à notre environnement. Mais chacun a son génome particulier qui est différent de notre voisin, même de notre conjoint, de nos enfants. Et il y a des mutations génétiques nombreuses qui font que ces interactions avec le monde extérieur sont complètement différentes. Nous avons tous quelque chose de nos ancêtres, par exemple, du l'homme de Néandertal. Il s'avère que nous avons hérité 4% de son génome. Et les gènes que nous avons hérités de Néandertal, donc au niveau de la population européenne, ce sont surtout les gènes qui portent sur la tolérance immunitaire. Donc, ça, c'était favorable pour la survie de l'espèce. C'était favorable pour ne pas avoir une réaction inflammatoire face à un agresseur trop importante, et ce gène est perduré dans la population. Maintenant, l'expression de ces gènes, elle porte surtout donc sur la modulation de la réponse inflammatoire face à un agresseur. Donc, il ne faut pas qu'elle soit trop importante, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus pas suffisamment intense pour combattre l'ennemi. Et ces interactions par les gènes de l'immunité se font en interaction avec notre microbiote. C'est en fonction de notre microbiote, les gènes de l'infection, de l'immunité, en fait, ils s'expriment soit dans le sens d'une tolérance immunitaire, soit vers une agressivité et réaction inflammatoire importante. Alors, quels sont maintenant les facteurs génétiques qui affectent notre système immunitaire? Donc, les facteurs génétiques, on l'a déjà dit, mais aussi tout notre environnement qui nous entoure. Donc, par exemple, le fait de fumer va déjà modifier notre microbiote, va modifier l'interaction qu'il a avec notre système immunitaire, et l'expression des gènes, elle sera déjà différente, et la réponse immunitaire, elle sera déjà différente. Il est de même pour la pollution, exposition aux particules, aux toxines, et évidemment à des pathogènes. Donc face à un simple microbe du rhume, par exemple, nous ne réagirons pas de la même façon parce que notre terrain de base, déjà, n'a pas la même capacité de défense, il n'est pas au même point que de quelqu'un d'autre. C'est vraiment quelque chose d'individuel. Et tout ça, cette expression des gènes, actuellement, on appelle ça, c'est un nouveau domaine en fait de médecine qui s'appelle l'épigénétique. C'est l'expression des gènes en fonction du terrain qui conditionne la réponse à un stimuli. Il ne faut pas oublier que dans notre système immunitaire, l'intestin, c'est l'organe immunologique qui est le plus important de notre organisme. 60 à 90% de la réponse immunitaire a lieu dans l'intestin. Il fait partie de nous. Et au niveau de la surface qui représente, il y a à peu près 200 mètres carrés de surface. Si on déploie la surface de l'intestin, dans lequel se trouvent donc les organes immunitaires. Et ces organes immunitaires, ce sont des fameuses
plaques de Peyer qui se trouvent ici, donc dans lesquelles s'est fait directement la réponse immunitaire. Donc, à part l'intestin, nous avons évidemment d'autres organe immunitaire qui est donc le thymus dans lequel se passe la éducation des cellules immunitaires qui sortent de la moelle, qui sont ensuite envoyées dans tout l'organisme, notamment dans les ganglions, dans lesquels ils peuvent se multiplier en fonction des ordres qu'elles reçoivent, soit vers l'agressivité, soit vers la tolérance. Nous verrons après comment c'est organisé exactement. Il y a aussi un organe important, c'est le foie et la rate. Mais le tissu lymphatique intestinal, c'est le plus important de l'organisme. D'accord? Donc, tout au long de la muqueuse intestinale, sous une seule couche de l'épithélium qui nous sépare du monde extérieur, nous avons donc tout au long ces fameuses plaques de Peyer qui sont le principal organe donc, immunologique de l'organisme. Donc la surface du contact, évidemment, avec le monde intérieur, elle est plus importante. Par là. Donc, vous avez compris que tout au long de l'évolution, à partir du moment où les organismes commençaient à se former, constituer des barrières pour se séparer du monde intérieur, du monde extérieur, pour garder leur intégrité, leur fonctionnalité, sans être dérangés avec le monde extérieur. Et c'est valable pour toutes les espèces. Et au fil des espèces, cette séparation, elle s'est perfectionnée. En même temps, plus la séparation s'est perfectionnée, plus les agents extérieurs essayaient de se perfectionner aussi pour franchir ces barrières. Donc, nous arrivons actuellement à un système ultra sophistiqué de barrières qui nous séparent du monde extérieur. Et donc, la première barrière qui nous vient à l'esprit, c'est évidemment la peau, mais ce n'est pas la plus importante. Ensuite, le plus important, donc, c'est le tube digestif, l'intestin, comme je vous ai dit, donc 200 mètres carrés de surface qui nous sépare du monde extérieur. Il y a aussi la muqueuse de voie urogénitale. Et aujourd'hui, dans les infections hivernales, ce qui va nous intéresser, c'est la muqueuse de voie respiratoire haute et les voies respiratoires basses, qui est le poumon. Donc ça, c'est des petits points déjà à noter. Je voudrais vous montrer un film, voir comment les infections hivernales arrivent. Parce que imaginez un virus de la grippe ou le Covid actuellement, c'est un peu abstrait comme notion. Donc, je voudrais vous montrer le film. On va le commenter ensuite. C'est en anglais, mais vous allez comprendre, c'est très facile parce que c'est très bien expliqué. Scientists believe that influenza virus is spread from person to person through exposure to large respiratory droplets, direct contact, or airborne dispersal. Il y a des milliards de virus déjà dans une goutte Infection takes place mainly de salive, in the respiratory tract. Infection begins with attachment of virus proteins to a receptor on the surface of the host cell. Donc, vous voyez les petits récepteurs. The virus is then taken in the cell by receptor-mediated endocytosis. C'est comme le clé à la serrure qui fait qu'il puisse rentrer dans la cellule. As the virus enters the cell, the virus is internalized in a membrane-bound capture vesicle that carries the viral core. The vesicle is transported on microtubules inside the cell by host proteins called kinesins. During transport, the membrane of the vesicle fuses with the membrane of the virus, and the capsid undergoes uncoating. The viral core RNA and proteins are then released into the cytoplasm, where they are guided by host proteins to the nucleus of the host cell. Directement dans le noyau où c'est ces particules, ça c'est le matériel génétique du virus. The viral core uses host protein channels to enter. Inside the nucleus, cell machinery is utilized by the virus to replicate the viral genome and make messenger multiplie RNA. l'ADN donc de Some viral virus mRNA
fait ces exits the nucleus protéines to à nouveau. exploit cellular ribosomes to direct synthesis of viral proteins. Viral proteins go back to the nucleus to associate with viral RNA. These nucleoproteins again leave the nucleus and use cellular processes to travel to the cell surface. Voilà. Viral surface proteins are made and processed in the Les cytoplasm protéines donc de and also surface, les travel to the fameuses cell spikes surface qui where they vont à la combine with the surface, encapsulated nucleoproteins to form progeny viruses, which et les depart from nouveaux the cell arrivent. by budding. Et c'est parti. The virion now goes on to infect other cells. At present, vaccines to stimulate the production of antibodies against the virus and stimulate host cellular responses to ingest the virus remain the best strategy for controlling certain viral diseases. But they are of limited Ça, ce sont effectiveness nos against cellules de rapidly défense mutating immunitaire viruses avec des and are ineffective immunoglobulines against viruses that cause the common cold and AIDS. qui essayent donc de neutraliser les virus. Voilà. Donc, pour se défendre contre une invasion d'un virus comme ça, nous avons développé donc, le système immunitaire. Donc, le mot immunité vient du mot munir. Donc, ça veut dire une charge. Et immunité, comme par exemple immunité parlementaire, c'est ne pas subir la charge de quelque chose, c'est d'éviter. Donc, notre système immunitaire, il est là en béton armé pour éviter que nous ayons subir les effets des virus comme ça qui pénètrent notre organisme, qu'ils arrivent à franchir la barrière. Mais il n'y a pas que les virus comme pathogènes, il y a aussi des champignons, des bactéries qui essayent de franchir la barrière et nous attaquer. Donc, vous avez vu que les virus de voies respiratoires, ça c'est actuellement, on est en pleine saison et jusqu'au printemps, on dit baigner dedans. Donc, nous avons besoin d'un système immunitaire qu'il soit vraiment performant et efficace pour ne pas permettre au virus de se multiplier comme vous l'avez vu sur le film. Donc, c'est le principal rôle du système immunologique. C'est pour ça qu'il a été créé, c'est pour lutter contre les infections. Donc, dans le film, c'est la vie du virus s'il ne rencontre aucune difficulté pour infecter l'organisme. Mais en réalité, donc, comment fonctionne notre système immunitaire pour justement nous défendre? Donc, nous avons plusieurs niveaux de défense immunitaire. Donc, classiquement, donc, on peut dire qu'il y a une immunité qui est spécifique, il y a une immunité qui n'est pas spécifique, l'ancienne, donc du point de vue d'évolution, qui est apparue au début, c'est l'immunité innée non ciblée contre un pathogène particulier, mais contre tout agent potentiellement envahissant. Donc, première ligne de défense est constituée par nos barrières externes, donc par notre peau ou des muqueuses. Vous avez vu au niveau de l'intestin ou même au niveau de l'épithélium des bronches, il y a juste une seule couche qui nous sépare de l'extérieur, mais cette couche, elle est déjà renforcée à l'extérieur. Elle est renforcée à l'extérieur déjà par du mucus et ce mucus donc, constitue la barrière externe qui déjà empêche les pathogènes de pénétrer l'intérieur et dans lequel l'organisme déjà sécrète des peptides antimicrobiens comme lysozyme, comme déjà immunoglobulines de type A. Et encore à l'extérieur, nous avons fait le pacte avec les bactéries. Donc, c'est notre microbiote. Il y a un microbiote intestinal, il y a un microbiote spécifique de voie respiratoire. Ce sont un peu des bactéries différentes. Donc, ces bactéries qui sont à peu près 100 000 milliards qui nous habitent, il y a 400 souches différentes qu'on n'a pas encore réussi toutes à les cultiver. Il n'y a pas toutes qui sont pathogènes. Il y en a plein qui ont vécu tout au long de l'évolution avec nous. Et finalement, en fonction de leur présence ou de leur absence, notre système immunitaire déjà agit différemment. S'il y a une certaine
population de bactéries qui sont présentes à l'extérieur du mucus, qui font un tapis douillet et qui empêchent les virus et d'autres pathogènes de rentrer, mais le système immunitaire est rassuré. Ça va vers la voie de la tolérance. On ne part pas en guerre, on ne va pas dégainer contre les bactéries qui sont amies. Donc ça, ce sont des acquis de l'évolution et ça constitue la première ligne de défense, donc dans la défense non spécifique. Et puis, avec le temps, nous avons développé les cellules immunitaires non spécifiques également, qui sont des phagocytes qui nous défendent contre, qui phagocytent, qui mangent les pathogènes qui ont été captés de l'extérieur pour les éliminer, pour les exterminer. Là-dessus, ce n'était pas suffisant parce que les pathogènes devenaient de plus en plus malins pour contourner notre système immunitaire, les défenses qui se sont mis en place au fil de l'évolution. Notre système s'est perfectionné et donc il ne suffit pas maintenant de tirer contre un agresseur. Non, nous savons faire une guerre ciblée contre un seul pathogène s'il est identifié. C'est un mécanisme redoutable de défense immunitaire. Ça se passe au niveau de lymphocytes T et lymphocytes B, donc c'est la troisième ligne de défense. Alors, comment ça se passe maintenant en pratique? Donc, dès qu'il y a un microbe, un virus par exemple, qui arrive à franchir donc, les premières barrières, il est tout de suite détecté par les cellules du système immunitaire qui se trouvent tout juste sous la couche donc, de l'épithélium. Il est identifié, il est digéré et les molécules qu'on appelle les antigènes, ils sont présentés aux cellules du système immunitaire, ce sont les fameuses cellules dendritiques. Et à partir de ce moment-là, réaction inflammatoire commence. Donc, ces cellules dendritiques présentent l'antigène qui, déjà par l'immunité non spécifique, il commence à être éliminé. Ce sont les cellules ici NK, Natural Killer, et ensuite les anticorps naturels déjà présents, ou éventuellement le complément, ça contribue pour éliminer le pathogène. Mais ça ne suffit pas parce qu'il y a aussi un lymphocyte T et lymphocyte B qui aussi sont au contact avec la molécule qui a été présentée comme, par exemple, comme ennemi à détruire. Et donc, la population de lymphocyte B, elle va dans le sens donc commence à être stimulée et se multiplie de façon très intense pour donner une population de cellules lymphocytes B qu'on appelle les plasmocytes, qui synthétisent donc des anticorps. Donc ça, c'est l'arme la plus redoutable pour détruire l'anémie. Ce sont des petites molécules de protéines qui entourent le pathogène et le détruisent directement. Ça va très très vite parce que une cellule seulement, elle peut sécréter jusqu'à 5000 molécules d'anticorps à la seconde. Donc, c'est ultra rapide. Et il y a des millions. Et comme vous voyez ici, il y a un lymphocyte et plusieurs plasmocytes qui sécrètent des anticorps. Il y en a pour tous les antigènes. Donc, il y a des milliers d'antigènes que notre organisme sait reconnaître. Et une partie de ces cellules part en cellules mémoire pour savoir que si jamais on rencontre le même, la réponse sera encore plus rapide et beaucoup plus intense tout de suite. Ça ne va pas durer plusieurs jours. Deuxième population, ce sont des lymphocytes T, que eux, ils sont pareils. Une fois ils sont activés et spécifiquement orientés vers la destruction de la molécule à laquelle on l'a présentée, ils se multiplient aussi très intensément, donc ça s'appelle l'amplification clonale et font des cellules effectrices qui détruisent tout sur leur passage. En fait, pourquoi ils ont été programmés. Donc normalement, en 15 jours,
le problème est bouclé, on n'en parle plus. Et si jamais le même se présente à nouveau, on sera l'identifier encore plus puisqu'on a la mémoire de ce que nous avons vécu. Voilà, donc dans les voies respiratoires pour les infections hivernales, donc ça se passe exactement de la même façon. Il y a quelques spécificités cependant. Donc vous voyez bien la voie respiratoire ici. Donc ici commence, donc il y a la trachée, il y a les bronches principales qui se divisent vers les petites bronches de plus en plus petites, des petites bronchioles, et à la fin nous retrouvons les vésicules pulmonaires. Tout cet épithélium, et encore une fois la couche donc, des cellules épithéliales qui couvrent nos voies respiratoires, elle est parsemée de nombreuses cellules qui sécrètent le mucus et elles sont finies par des cils. Et ça, c'est essentiel pour bon fonctionnement des voies respiratoires et prévention des infections. Ça, c'est un système auto-nettoyant très, très efficace. Mais il est primordial que ces cils bougent parce que vous voyez, elles vont dans le sens du bas vers le haut pour éliminer les pathogènes, mais aussi des molécules polluantes que nous inhalons à chaque respiration. Donc, si jamais, ce qu'on appelle, on prend froid, le fait de prendre froid sidère les cils, elles arrêtent de bouger, donc la barrière, elle ne fonctionne pas. Donc, les pathogènes qui auraient pu être naturellement éliminés par les cils qui bougent et être contenus dans le mucus, elles arrivent là, à ce moment-là, de passer la barrière et peuvent s'accrocher à la surface et pénétrer à l'intérieur des cellules. Une fois elles sont à l'intérieur, donc elles rentrent directement dans le noyau et la photocopieuse au génome viral se met en place et crée des milliers de nouveaux virus que eux, une fois ils sortent donc des cellules, elles peuvent réinfecter d'autres cellules du corps et puis au bout de 2-3 jours, voilà, l'infection se propage et comme ça, la grippe arrive. Alors maintenant, comment on peut optimiser notre fonctionnement de notre système immunitaire pour que cette armure contre les infections et la défense de notre territoire puisse être efficace? Donc, ce qui est évidemment le plus efficace, c'est notre alimentation, ce que nous mettons dans notre assiette. Donc, il y avait une étude qui a été menée sur les patients qui avaient une alimentation, comme on dit, saine et une alimentation qui comportait donc très peu de fruits et légumes, pas beaucoup de protéines, donc de poissons ni protéines végétales. C'était ce qu'on appelle Western Diet, l'alimentation de type occidental qui était très pauvre en fibres. Et on a pu mesurer dans cette étude qu'à vue d'œil, en 5 jours, les patients n'avaient plus de mucus sur la muqueuse intestinale. Donc forcément, plus de barrières externes pour la défense contre les organismes pathogènes et forcément, le système immunitaire part en guerre. Il est tout de suite enflammé puisque tous les pathogènes ne sont plus retenus à l'extérieur, ils arrivent. Et comme l'intestin, c'est 80% de notre immunité, ça affecte tout de suite avec la circulation tout l'organisme. Donc vous comprenez bien déjà que si à côté on prend froid à la gorge et les pathogènes donc, de voie respiratoire, virus quelconque arrivent et nous sommes déjà dans un milieu enflammé, on a beaucoup plus du mal à gérer un simple refroidissement. Hop, suivante. Donc, l'alimentation donc équilibrée, évidemment, c'est toujours basé sur alimentation qui comporte les nutriments fruits et légumes, donc d'inspiration crétoise. Il ne faut pas oublier, vers l'hiver maintenant, les protéines sont essentielles pour fournir de la matière à produire, donc par exemple des immunoglobulines, mais aussi les acides aminés comme glutamine sont essentiels comme carburant pour des lymphocytes qui se multiplient très vite. Vous avez vu comment implication
clonal s'est fait très très vite pour fournir justement des soldats pour défendre notre territoire, c'est essentiel. Il y a de la tréonine pour faire du mucus, donc les acides aminés soufrés également pour la bonne qualité du mucus sont essentiels. Les oméga 3, il ne faut pas les oublier, le poisson 3 fois dans la semaine, les petits poissons gras pour les acides gras oméga 3 qui ont un rôle structurel très important pour la fluidité des membranes, comme ça pour la communication entre les cellules peut se faire de façon optimale, mais aussi les oméga 3 sont anti-inflammatoires et contribuent à la synthèse, sont des précurseurs des prostaglandines et des médiateurs chimiques de notre immunité dans le sens anti-inflammatoire. D'accord. Si nous mangeons beaucoup d'acides gras saturés, de viande ou des produits transformés, nous avons rien que ça, un climat pro-inflammatoire, parce qu'il y a beaucoup de médiateurs qui sont là pour tirer sur n'importe quoi, aller faire une inflammation de l'organisme. Et donc, ça ne va pas dans le sens de la tolérance et les réactions face à un pathogène peuvent être exagérées ou peuvent faire durer cette inflammation. S'il manque d'oméga 3, l'inflammation pourra ne pas se finir dans le temps et c'est pour ça, personne par exemple immunodéprimée qui n'ont pas d'oméga 3, eh bien, ils ont une inflammation, un rhume, ça dure 3 semaines chez eux et ils ne s'en sortent pas parce que l'inflammation, il n'y a pas de médiateur pour la finir. Et aussi riches en fibres qui sont nécessaires. Ce sont des fibres prébiotiques pour nourrir nos bonnes bactéries intestinales, pour prendre soin de notre microbiote qui nous rend bien service, déjà qui nous défend et qui donne l'interaction à nos cellules immunitaires pour ne pas s'enflammer pour rien, pour avoir donc une bonne tolérance immunitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger? On arrive en octobre, c'est plus l'été. Qu'est-ce qui se trouve sur les étals du marché qui pourrait nous rendre service et renforcer notre système immunitaire? Donc, nous voyons que les tomates commencent à se faire rares, bien qu'il y en ait encore un petit peu, mais nous avons donc rajoutons les sucres lents, il y a les courges, les potimarrons, le céleri érable, le panais qui arrive, les salsifis qui sont très riches en prébiotiques, donc la nourriture de nos bactéries intestinales. Il y a les choux aussi qui arrivent, les betteraves, enfin sont très riches en antioxydants et ce sont les aliments qu'on mange moins crus, mais donc plutôt cuits, donc pour réchauffer notre estomac et réchauffer notre intérieur pour garder cette chaleur interne qui est essentielle pour l'équilibre du fonctionnement. Elle est bien nous préparer à l'hiver pour arriver en bonnes conditions, que le corps puisse se reposer. À part donc les fibres, tous ces nutriments de saison que vous voyez, ils sont riches en tous les fruits et légumes, en toutes les vitamines, notamment en zinc, magnésium, fer, mais aussi en antioxydants comme quercétine, donc qui est la plus abondante dans les pelures de l'oignon rouge. Mais aussi, vous avez la lutéine. Si on mange de l'ail, on va avoir la iodine et voilà. Il ne faut pas oublier aussi donc, les nourritures essentielles. C'est quoi la nourriture essentielle? Par exemple, bien dormir. Le bon sommeil favorise le repos de notre système immunitaire. Il y a moins de stimulation et donc ça va plutôt vers la voie de la tolérance. Donc s'il y a une hyperinflammation dans l'organisme, avoir un bon sommeil, ça permet d'apaiser notre système immunitaire. Le stress chronique aussi, par la voie de la cortisol, il est hypo-immunisant. Donc, les patients qui sont en stress chronique, ils ont une immunité qui est affaiblie. Donc, ils pourront se défendre moins bien contre les agressions. L'activité physique est essentielle.
J'ai lu récemment une étude qui avait étudié donc l'intensité de l'activité physique pendant 3 mois chez les personnes avec une influence sur les symptômes donc d'infection hivernale, donc infection des voies respiratoires hautes, et l'activité physique modérée. Donc là, ils ont étudié la marche pendant 30 à 35 minutes quotidiennes, diminuer de moitié le nombre de jours par rapport au groupe qui ne marchait pas, qui était sédentaire, moitié le nombre de jours où ces personnes étaient affectées par l'infection. Donc ça a une action stimulante, tonifiante pour notre système immunitaire. De plus, nous nous oxygénons. Donc nous, si on sort dehors, on pratique donc une activité physique modérée, nous pouvons encore réchauffer notre corps avec les journées qui peuvent encore être ensoleillées. Ça fait du bien aussi au moral, donc c'est tout à fait bénéfique, contrairement aux personnes sédentaires. Mais activité physique modérée. Voilà. La méditation aussi, c'est un bon moyen pour stimuler son système immunitaire vers le sens donc de la tolérance. Après vient la supplémentation adaptée. La vitamine D, elle est essentielle. Même si pendant l'été, nous sommes allés à la plage, nous avons fait des réserves de vitamine D à travers notre peau, bien sûr. Le bronzage s'en va et le taux de vitamine D dans le sang s'en va aussi. Donc, à la fin septembre, normalement, nous avons déjà consommé toutes nos réserves en vitamine D. Donc, les journées... on ne va pas passer 2 heures au soleil tous les jours pour un tiers du corps pour avoir une dose de vitamine D minimale. Donc, il est nécessaire de se supplémenter. Dans le contexte épidémique, la vitamine D paraît comme incontournable, voire vitale pour beaucoup de personnes, pour tous. Il y avait une étude asiatique qui a été faite déjà cet été, publiée que chez les personnes qui avaient un taux de vitamine D dans le sang supérieur à 30 nanogrammes, les symptômes donc, de Covid, ils ont été bénins. D'accord? Donc, rien que ça, déjà, c'est notre parapluie de survie. Et même les personnes qui avaient les symptômes plus sévères, le fait de les supplémenter en vitamine D, ils ont pu déjà donc s'améliorer beaucoup plus rapidement que les personnes qui n'ont pas reçu de vitamine D. Quand on sait que chez les personnes qui vivent l'été volet clos parce qu'ils ont perdu soleil, qui sortent très peu, qui s'exposent ou mettent même la crème solaire dès qu'ils sortent à l'extérieur, ils ont le taux de vitamine D qui dépasse rarement 20 nanogrammes. Donc ça, c'est pour l'immunité, c'est quelque chose de vraiment essentiel. Donc ça stimule vraiment notre système immunitaire et c'est incontournable, d'autant plus que vitamine D se trouve quasiment dans toutes les cellules de l'organisme et régule plein de processus biologiques, métaboliques différents, pas uniquement immunité, bien que ce soit vital. Voilà. Après, nous avons d'autres suppléments plus spécifiques à proposer. Donc, on va se tourner vers la phytothérapie qui peut être en prévention déjà pendant la période épidémique peut être intéressante. Donc, nous avons la Sophora, ici le Sophora du Japon. Excusez-moi. Voilà. Propolis, nous pouvons utiliser aussi la racine de la sauge, de la pamplemousse, la quercétine ou le zinc. Mais pour avoir un apport en vitamine C, donc il y a de l'églantier, il y a le sureau. Unkolawabo, c'est le géranium de l'Afrique du Sud, hein,
j'aime bien ce nom, Umkaloabo. Donc, toutes ces plantes nous permettent de encore plus renforcer notre système immunitaire et ils ont aussi donc une action antibactérienne directe et action antivirale. Donc, depuis le Covid, il y a plein d'études qui sont sorties qui nous le confirment. Donc, c'est pour ça que nous pouvons vous tourner vers les suppléments de ces styles. Donc, par exemple, Sophora du Japon, Stiphonolobium japonicum, est aussi un arbre à miel. Elle est très riche en flavonoïdes. Et dans ces flavonoïdes, ce qu'on va rechercher, c'est de la quercétine et de la lutéine qui ont une action immunomodulatrice, anti-inflammatoire, et ce qui a été prouvé vraiment récemment, donc depuis Covid, il y a une nouvelle étude qui est sortie, qu'ils ont une action antivirale, donc diminue la multiplication du virus du Covid. Ce qui est intéressant, que la quercétine, il y a une nouvelle génération maintenant qui est arrivée, donc l'extrait du Sophora du Japon, que sous forme liposomale, donc phospholipide, donc qui est 20 fois mieux absorbé par l'organisme, donc va beaucoup plus rapidement et plus efficacement vers les cellules cibles pour empêcher la prolifération virale et aider à notre système immunitaire et l'organisme à se défendre. Ensuite, donc, nous avons le pamplemousse qui est aussi riche en lutéine, mais aussi de l'apigénine qui a des propriétés anti-inflammatoires, anti-infectieuses, et aussi récemment, ça a été prouvé, aussi action antivirale, anti-Covid. De la propolis, donc la propolis verte ici, Baccharis dracuncufolia, c'est la propolis qui est extraite, donc, enfin c'est la propolis des plantes, des fleurs du romarin des champs. Donc c'est une plante pareille de l'Amérique du Sud, du Brésil, qui est riche en artélipine, qui une action pareille antivirale, module l'inflammation, les propriétés antiseptiques comme toute propolis qui permet de garder la ruche propre, indemne des virus, des champignons et des bactéries, mais aussi donc une action anti-inflammatoire. Et aussi donc antioxydante, elle soutient, vous savez quand en réaction inflammatoire, quand les cellules du système immunitaire luttent donc contre un pathogène, quand elles sont en action, elles génèrent du stress oxydatif. Et le stress oxydatif, nous arrivons à le combattre avec du glutathion. Donc, artélipine C, elle a une action pour augmenter la concentration donc, du glutathion qui c'est un antioxydant à l'intérieur donc, des cellules pour diminuer le stress oxydant, parce que le trop de stress oxydant, ça crée encore de l'inflammation supplémentaire à l'organisme, ça crée des radicaux libres, ça abîme les vaisseaux sanguins. Et donc, il y a encore d'autres processus qui peuvent se joindre à une simple infection virale au départ. Donc, nous avons besoin donc, de molécules qui nous soutiennent dans cette action anti-infectieuse, anti-inflammatoire et qui soutient également donc, le système immunitaire, système circulatoire. Voilà, et la propolis brune, pareil, antiseptique donc, de choix royal, connu depuis longue date, qui protège donc la ruche contre toute infection, et nous l'utilisons depuis des millénaires. Et propolis brune, donc celle qu'on pourrait proposer, c'est la propolis utilisée des peupliers. Donc une action donc sur les voies respiratoires, c'est en période hivernale, ça permet de bien donc apaiser les symptômes des rhumes, de grippe ou d'autres affections hivernales.
Ce qui est intéressant aussi, comme d'autres plantes, c'est les racines de la sauge chinoise, racines rouges, qui encore une fois nous protègent contre le stress oxydatif généré par la réaction inflammatoire du système immunitaire, qui protège nos vaisseaux sanguins, module le métabolisme pour nous protéger l'organisme des excès, donc de l'inflammation induite par la lutte contre les pathogènes comme le virus. Donc tout ça, ce sont des nouvelles études qui ont été utilisées pour créer donc Pro-Immuno, le dernier né des produits Duolife, qui est vraiment le concentré de plantes immunomodulatrices et avec action antivirale d'excellence, qui peut être un produit donc, de prévention de premier choix pendant période épidémique qui arrive, donc 1 à 2 par jour, tous les jours, sans aucun problème. Donc, vous sortirez indemne de n'importe quelle infection virale ou bactérienne cet hiver, tout en évidemment respectant d'autres mesures comme se tenir chaud, bien dormir, avoir une alimentation adaptée et prendre de la vitamine D. Ça s'adresse aux adultes à partir de 18 ans. Mais l'hiver aussi, c'est la période qui est très compliquée pour les enfants. Déjà, à la crèche, ils ont tous le nez qui coule. À l'école, les maîtresses s'affolent parce qu'ils sont tous enrhumés, ils toussent. Et c'est parti pour l'hiver pour beaucoup de nos petits. Et donc, il ne faut pas oublier que les enfants, comme nous mettons l'accent sur notre alimentation, qu'elle soit optimale, riche en fruits et légumes, en oméga 3, parfois c'est difficile à le faire manger aux enfants, mais il faut persévérer. Il faut qu'ils aient un apport en vitamines et microéléments nécessaires, d'autant plus qu'ils sont en croissance. Donc leur corps en a vraiment besoin. S'ils rencontrent un pathogène, ça affaiblit leur système immunitaire. Donc, pour qu'ils puissent se défendre de façon efficace, vraiment, il faut veiller pour qu'ils aient cet apport en micronutriments essentiels. Après, s'il y a des enfants qui font des infections virales ou bactériennes, les otites, bronchites et compagnie de façon répétitive, donc là, la complémentation pour eux est incontournable. Et donc, par exemple, le sureau, le miel, le raisin noir, une fois on a en caloabo, on a aussi l'extrait de l'ail, on a le sureau, j'en ai oublié un, églantier. Bon. Les essentiels sont là parce que cette action, elle est immunomodulatrice, mais aussi antibactérienne directement comme l'ail, et aussi expectorante, donc favoriser le mucus qui peut être encore une fois protecteur pour essayer de donc refaire cette barrière externe pour que l'épithélium à l'intérieur puisse se reconstituer et puis qu'ils puissent refaire leur barrière immunitaire. Et donc tout ça, il y a un produit génial pour tous nos enfants, s'appelle Natural Kids Formula. Et donc à partir de 6 ans, tous les enfants pendant l'hiver 5 millilitres, donc une bonne cuillère à café tous les jours de Sun Vital Natural Kids, surtout que l'ensemble est fait pour que les enfants aient un apport en tous les vitamines et micronutriments nécessaires pour leur fonctionnement. D'accord? Donc, ça fait vitamines plus immunomodulataires pour booster leur système immunitaire. En période 6 infection, on peut aller jusqu'à 2 cuillères, 10 millilitres par jour. Aussi, ça peut être conseillé aux certains adultes. Voilà, j'ai oublié de vous dire dans les produits précédents qu'il y a aussi du zinc
qui est nécessaire donc, pour le système immunitaire tout court. Il est aussi nécessaire, c'est un cofacteur indispensable pour arrêter la photocopieuse à l'intérieur des noyaux du virus. La polymérase qui fait que le génome du virus se multiplie dans nos cellules. Et les études récentes ont montré que, par exemple, dans l'épidémie du Covid, le zinc, c'était le facteur qui faisait la différence entre les différents traitements. Donc ici, nous trouvons le zinc issu donc, de cultures de levure. C'est Saccharomyces cerevisiae. C'est un zinc organique naturel. Il est dans le Sun Vital et il est également dans le Pro-Immuno. La levure, c'est très intéressant comme ingrédient aussi, puisqu'elle est riche en fibres prébiotiques, en bêta-glucane, qui ont une action aussi immunomodulatrice par rapport à notre microbiote. Et puis, donc, pour faire le tableau complet, ne pas oublier Liquid Gold, qui contient donc tous les acides gras indispensables pour bon fonctionnement donc, de l'organisme et aussi donc, cette action anti-inflammatoire tant recherchée pour nos défenses immunitaires pour mener à bien la lutte contre les pathogènes, pour finir la guerre, pour qu'elle ne passe pas en inflammation ou une infection chronique qui pourrait donc être préjudiciable pour l'organisme. Aussi pour les adultes, My Blood, un supplément très intéressant pour avoir un apport en micronutriments. Toutes les vitamines et micronutriments se trouvent dedans, avec un petit peu de fer, un peu d'iode, pour optimiser justement le fonctionnement de l'organisme, aussi au niveau hormonal, pour régulariser tout ça. Et la vitamine C, incontournable, donc antioxydant, vitamine C naturelle, que des produits naturels, pas de vitamine C synthétique pour plus de la fonction active, qui est aussi incontournable. Mais là, par exemple, dans les compléments de base, on a déjà de la vitamine C, mais en moindre rhume, la vitamine C, on peut y aller 25 ml 3 fois par jour, il n'y a aucun problème. Elle est facilement assimilable, contrairement à des vitamines synthétiques. Donc, nous avons le tableau complet. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Préparez-vous bien à l'hiver. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète.